Bonjour, nous voilà réunis pour les 22 et 23e séances de lecture des Yoga Sutras qui vont être en plusieurs petites parties parce que ces vidéos vont être un petit peu plus cérébrales que les précédentes, mais pas moins intéressantes car elles traitent de l'activité de l'esprit, de ses transformations, jusqu'à son auto-transformation, toujours pour avancer sur ce chemin de connaissance que proposent les Yoga Sutras. Dans la 22e, on va parler de qu'est-ce que la pensée, quelles sont ces activités du mental, ces volities dont on nous dit qu'elles nous empêchent de rejoindre notre nature profonde, notre purusha, notre petit purusha intérieur. Alors après les 3 dernières séances qui étaient consacrées à Dharana, à la concentration, donc Dharana, et au chakra, la description des chakras, ainsi qu'une pratique d'assise et de concentration sur les chakras, je vous propose une petite remise en perspective de notre parcours. Depuis le début, là, nous avons parlé donc avec les Yoga Sutras de Abhyasa, une pratique assidue pour apaiser et contrôler les vrittis. Nous avons suivi les 8 étapes ou les 8 espaces du yoga, les 5 extérieurs, qui concernent d'abord les comportements vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, puis la posture et les postures, disons la pratique corporelle, l'assise avec tout ce qui suit, c'est le contrôle du souffle, le pranayama, et puis le retrait des sens. C'était pour le chapitre 2, je vous rappelle, du livre des Yoga Sutras, et on s'était arrêté au chapitre 2 sur ce pratyahara, le retrait des sens, sur lequel il y avait d'ailleurs trois vidéos, une assise, une relaxation et une description et une assise guidée sur l'éveil des sens. Ceci nous a mené au chapitre 3 et aux 3 dernières étapes du yoga, membre du yoga, enfin membre, on dirait Shiva avec ses 8 bras, c'est pas tout à fait ça, puisqu'ils peuvent être simultanés en fait pour certains. Ceux qui sont acquis continuent avec les suivants en fait. Alors les 3 derniers sont plus intériorisés avec Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi, l'enstase, le rassemblement, absorption, le ravissement lumineux. Plusieurs de ces termes correspondent à différentes traductions que je vous ai citées au cours du temps. Et ces 3 derniers, une fois accomplis, dirons-nous, constituent une triade, le samyama, la maîtrise parfaite. On en est là, virtuellement en tout cas, dans notre présentation, à défaut d'y être dans cet état lumineux perpétuel. Et nous sommes à présent dans le 3e chapitre, et ce n'est plus du tout celui des moyens, mais plutôt celui du déploiement des pouvoirs. Les pouvoirs que je mets entre guillemets, disons plutôt de la force acquise par l'autotransformation. On en a parlé déjà un petit peu précédemment, mais on reviendra sur ces fameux pouvoirs des yogis qui ont fait aussi tant parler d'eux, avec ces lévitations et autres. Voilà, au fond, c'est une certaine force profonde, énergie, si on veut, qui s'exerce et qui peut effectivement s'appliquer à des sortes de choses un peu extraordinaires, mais ça n'est pas leur sens. Donc on voit tout ce chemin parcouru, depuis le contrôle des vrittis,
Mais ce n'est pas fini. Bien qu'on soit arrivé au Samyama, on n'a pas fini. Il devient maintenant possible d'accéder à un niveau plus subtil et imperceptible jusque-là. Mais déjà, avant d'avancer dans cette maîtrise parfaite de la transformation de notre psychisme, il m'a semblé nécessaire de s'interroger sur ces fameuses activités du mental. Ces velitti qui sont fabriqués par l'esprit Chitta. Donc ce sera l'objet de cette 22e séance que je vais partager en 2 enregistrements. J'avais fait une fois un premier, c'est un petit peu dense, donc je vais le partager en 2. Alors je voulais faire un rapprochement avec une notion qui nous est plus familière, hein, qui serait que les termes sanscrits. On pourrait dire que les vrittis seraient donc nos pensées, enfin, l'activité mentale, nos pensées, qui ne sont jamais au repos et virevoltent constamment. Là on s'y retrouve mieux, quoi. Que faire avec toutes ces pensées qui nous envahissent perpétuellement. Et d'abord, que sont ces pensées? Qu'est-ce que la pensée? C'est quand même une question très vaste dont moult philosophes se sont saisis. Alors moi je vais rester plus concrète et plus simple en ayant recherché un peu par-ci par-là sur les dictionnaires internet ou non. J'ai fait une petite définition de ce que pourrait être la pensée au sens large du terme. Penser est une activité psychique, donc, consciente dans son ensemble, mais parfois incontrôlée, qui, en réponse aux différentes perceptions venues des sens, on reçoit des choses par nos sens, on en a parlé à l'éveil des sens, de ce qu'on peut recevoir, voir, sentir, toucher. En réponse à ces différentes perceptions, recouvre le processus par lequel est élaborée la synthèse des images et des sensations, réelles ou imaginaires, et qui produit les concepts. Ces concepts que l'être humain a créés pour apprendre, créer, décider, agir, communiquer dans la réalité. Donc on reçoit, à partir de là, on fait une forme de synthèse de ce qu'on a reçu comme image, comme sensation, qu'elles soient physiques ou bien qu'on les ait imaginées. Et ça produit des concepts, c'est-à-dire qu'on les nomme. On dit, voilà, c'est ça. Et avec cette façon de nommer, à ce moment-là, on peut commencer à faire des phrases et à communiquer. Donc ça c'est une définition, ça mérite d'être un peu développé. La recherche des neurosciences actuellement travaille énormément sur l'analyse du cerveau comme une centrale ou un orchestre qui produit et organise les neurones. Alors on a la pensée et on a évidemment un producteur de pensée qui serait le cerveau, les cellules nerveuses, les neurones. Voilà, donc la pensée c'est immatériel, c'est pour ça que c'est matériel à part pouvoir dire tiens je pense donc je suis, ou je suis donc je pense, je ne sais pas. Alors, autrement dit, dès la naissance, le cerveau, notre ordinateur central en quelque sorte, notre chef d'orchestre de tous nos sens et perceptions, enregistre, par réfléchissement d'abord, tout ce qui l'entoure, grâce aux sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la saveur, ou à l'environnement humain qui lui parle. Le petit enfant est un buvard qui commence à réfléchir petit à petit. Le langage se forme pour mettre des sons, puis des mots distinguant chaque chose, jusqu'à pouvoir former des phrases, nommer des choses absentes, qui ne sont pas tangibles, matérielles, et conceptualiser.
Voilà le cheminement décrit. Alors, autre transformation majeure dans la construction de la pensée, enfin de l'être humain dans son côté pensant, hein, et non la moindre, le fait de pouvoir se reconnaître et de dire dans un miroir, là c'est moi. Voilà, un chat il joue avec le chat qu'il a dans le miroir, ou n'importe quel autre animal, mais pouvoir dire, là c'est moi, avec confirmation de quelqu'un qui me désigne dans le miroir en disant, là c'est toi. Tout cela nécessiterait de plus amples développements, c'est déjà bien posé pour comprendre ce que est le fait de penser. Et ce qui est formidable, c'est que nous allons retrouver ces fonctionnements sous des formes un peu différentes dans les Yoga Sutras. Donc, les perceptions venues des sens, le cerveau qui malaxe tout ça pour en faire des mots, des phrases, des pensées, donc, et pouvoir conceptualiser, agir, décider, communiquer et faire toutes les bêtises du monde avec les autres et avec soi-même. Alors revenons au Yoga Sutra, et pour cela il faut retourner au premier chapitre. Dans les premières vidéos que j'avais enregistrées, il y avait beaucoup à dire déjà, et j'avais fait en partie l'impasse sur le déploiement de ce que sont ces vrittis, ces activités du mental, le chitta. Alors forcément, venons à ce fameux chitta, l'esprit, et notre repère là sera la philosophie du Sankhya, notre repère théorique, hein, que j'ai utilisé déjà depuis le début pour comprendre certaines notions des Yoga Sutras. Alors dans le Sankhya, l'esprit au sens large du terme, on va dire l'esprit, a trois composantes. Le manas, dirons-nous le mental proprement dit, le disque dur qui traite les informations venant des sens, de l'extérieur, même de l'imagination intérieure. Ça, c'est la première composante de Chitta. La seconde, ce serait Ahamkara ou Asmita, selon à quoi on se réfère, c'est je suis. Je suis, c'est l'individualité. C'est moi, je me reconnais comme individu, différent des autres. C'est pas l'ego, hein, c'est pas le recentrage sur sa propre personne. Au contraire, c'est reconnaître qu'on est un individu parmi d'autres, mais différent des autres. Donc l'individualité qui reprend et revendique par contre toutes ces impressions qui ont été emmagasinées par Manas, et l'individualité les reconnaît pour siennes et les enferme dans sa boîte personnelle. Ce sont mes informations, c'est mon histoire, voilà, et c'est moi je. Moi je peux ceci, je pense cela, etc. Il n'y a pas de connotation morale, hein, c'est un fonctionnement. Deuxième composante, donc l'ordinateur qui mouline, le moi-je qui reconnaît que ça m'appartient, et le troisième, c'est la bouddhi. La bouddhi, alors vous connaissez la posture de l'éveil, bon ça c'est un éveil respiratoire qu'on pratique sur le sol, mais c'est le même esprit, c'est cette notion d'intelligence intuitive, d'éveil, qui comporte la faculté de décision et de discernement surtout, c'est-à-dire que je ne prends pas tout comme ça, sur un même plan, les choses ne sont pas, je discerne les choses de l'autre, je fais des catégories, je classe, si je choisis, je réagis et je décide aussi. Bon, voilà, donc le manas, le ahamkara, le moi-je, et la bouddhi, l'éveil. Les trois sont souvent mêlés et fonctionnent le plus souvent selon l'ordinateur. Hein, le manas, c'est lui
qui a l'air de commander, c'est justement bien aussi notre chemin, c'est-à-dire que d'ouvrir à d'autres fonctions. Alors l'ordinateur sous-sent, dans le sens des ordinateurs anciens qui se contentaient d'effectuer des tâches essentielles et sans réfléchir. Là on en est maintenant dans l'intelligence artificielle à des niveaux qui probablement interrogent justement sur ces fonctions de l'ordinateur. Bon. Dans tous les cas, pour que Bouddhi développe ses facultés, il faut un travail d'éveil. Et Bouddhi, c'est cette petite part de nous-mêmes qui va nous approcher du grand soi, le petit soi étant justement moi-je, et Bouddhi nous, en expansion, nous amène, ou en intériorisation, nous amène à toucher le grand soi, le Purusha. Première partie de la vidéo numéro 22, et je vais déployer les potentialités de Chitta dans l'autre partie.